Salut! Aujourd'hui on prend l'avion et je t'emmène à Atlanta en Géorgie. Alors la Géorgie c'est un petit état qui surplombe la Floride, enfin petit état ça doit faire grosso modo 5 fois la Belgique, un quart de la France. Nous sommes le vendredi 20 juin 2014, j'espère que t'as pris ton short, tes tongs et ta gourde parce qu'il fait quand même 30 degrés. Alors tu vas me dire 30 degrés ça va, oui mais le truc c'est que c'est une ville continentale où il y fait particulièrement humide, hein, pas besoin de faire un jogging pour être en sueur. Tant qu'on est dans la transpiration, hein, il y a à peine une semaine que la Coupe du Monde a commencé et ici, tout le monde s'en branle, d'autant plus que la veille, 86 employés du Centre de prévention et de contrôle des maladies d'Atlanta ont été exposés non intentionnellement à de l'anthrax. 86, hein, quand on sait que ce bazar-là est pas vraiment, enfin en tout cas a priori pas contagieux, on peut se poser la question si le boulanger de la cantine s'est pas lancé dans un mix pas très catholique. En parlant de religion, on est probablement les seuls athées du patelin, hein. D'ailleurs, pas moyen de faire 500 mètres sans tomber sur une église. En effet, plus de 85% de la population croit en Dieu. J'avoue que ça aide à se déresponsabiliser en cas d'urgence climatique. Touchez à rien les gars, Noé va venir vous sauver. Alors, on recherche désespérément un Atlantien hein, pour demander notre chemin. Mais rien à faire, tous les mecs qu'on croise viennent de débarquer. Bah voilà, la ville étant devenue à la mode ces 10 dernières années, hein, ça a poussé une partie des locaux à s'expatrier en périphérie. Et de plus, le fait que la moitié des rues contiennent le mot pitch, hein, notre appli Waze est en PLS. Et donc, à part savoir qu'on est dans la ville de la pêche, on est paumé. Après avoir crapahuté pendant plusieurs heures et reçu une quinzaine de flyers qui nous invitent à des concerts de rap privés, nous voici devant le Tabernacle Theatre où Bill Burr fait la captation de son dernier spectacle devant 2500 personnes. Alors est-ce que celui-ci est susceptible de te plaire? Eh ben je te propose qu'on check ça ensemble. C'est Driss te parle du spectacle I'm Sorry You Feel That Way de Bill Burr. I'm Sorry You Feel That Way, c'est le 8e spectacle de Bill Burr. Alors ça fait déjà 10 ans que tu peux le retrouver chaque semaine sur son podcast de Bill Burr's Monday Morning Podcast dans lequel il partage ses expériences, il va parler d'actualité, de sport, il va même répondre à des questions de ses auditeurs, hein, quitte de temps en temps à leur prodiguer certains conseils. Alors on est très loin de la popularité du podcast de Joe Rogan Experience dont je t'ai parlé dans une chronique précédente, mais voilà, ça reste tout à fait respectable. D'ailleurs, si sa tête te dit quelque chose, c'est sûrement parce que tu l'as vu dans la saison 4 et 5 de Breaking Bad 2 ans auparavant, dans le rôle de Patrick Kuby, qui était un des hommes de main de Saul Goodman. Mais avant d'être podcasteur et acteur, Bill Burr c'est avant tout un humoriste de talent, hein. Il excelle dans l'humour d'observation et va principalement puiser son inspiration dans la satire et le sarcasme. Alors il va observer les réactions des gens, il va les exagérer et puis ensuite les démonter. Au niveau de l'interprétation, on est vraiment très loin du stoïcisme que peut avoir un Thomas Wiesel ou encore un Haroun. Ici, on a vraiment affaire à un petit nerveux qui pousse fréquemment des coups de gueule et qui a une vraie signature vocale. Alors il faut l'imaginer hein, comme le gars que tu peux croiser dans un bar, un peu bruyant et aussi vénère, et qui raconte son histoire à qui veut l'entendre, hein, en faisant preuve parfois d'une logique clairement contestable. C'est ce que j'appelle personnellement la logique de bistrot, et Bill, eh ben, il adore ça. I saw this thing though that they said if everybody went vegan. If everybody went vegan though, it would be vegetarian, whatever the hell they said, one of those V ones, right? And they said it would be great for the environment. You know, because I guess there's all this cattle standing around, and when they fart, the gas goes up in the atmosphere and causes something, right? They're always doing that shit. You know, if everybody went vegan, the air would be, if everybody drove an electric car, if everybody just had some snowshoes on, right? They just won't come out and say it. Nobody has the balls to come out and say it and just say, look, 85% of you have to go. That's it. That is it. I have been bitching about the population problem for 3 specials in a row. Waiting for some politician to have the balls to bring it up, but they won't do it.
They won't do it. We live in a democracy, right? Can't be honest in a democracy. You need the votes. You can't run with that as your platform. Coming out there, and if elected, I would implement a program to immediately eliminate at least 85% of you. This planet cannot sustain the sheer numbers. Let me finish. This will not be arbitrary. Under your seats is a multiple choice questionnaire. If you did not bring a pencil, you're already out. Alors, ce qui saute directement aux yeux, c'est que c'est un spectacle qui est filmé en noir et blanc. Et d'ailleurs, quand tu le materas chez toi, tu verras qu'il n'y a pas d'intro, pas de musique. On est ici à des années-lumière de ce que certains autres artistes peuvent proposer. Il rentre pas en dansant, il va pas essayer de chauffer la foule, il débarque et il démarre directement son set. Alors, les raisons de son choix sont assez simples. Au fait, Bill part du principe que le stand-up c'est une manière brute et pure par essence et qu'il faut que ça se consomme de la même façon. Les gens sont là pour venir voir un mec qui parle derrière un micro, rien de plus, et donc pour lui, tout le reste ne sont que des fioritures. Alors, c'est un provocateur, ça se retrouve dans tous ses spectacles, il va partir sur des notions communes à son public, donc je sais que vous pensez ça, et il va les provoquer en attaquant ses idées. Pour te donner un exemple, durant les élections présidentielles américaines, quand il allait jouer dans des États à majorité républicaine, il s'en prenait systématiquement à Trump, alors que quand il allait jouer dans des États à majorité démocrate, il s'en prenait à Hillary. Voilà, lui il le dira lui-même, ce qui le fait rire, c'est quelque chose qui ne te ferait pas rire si ça arrivait à toi, mais qui te ferait marrer si ça arrivait à quelqu'un d'autre. De facto, tu te doutes bien que c'est le genre d'artiste qui en a rien à foutre de choquer les gens. D'ailleurs, il va les prendre pour cible à maintes reprises, en estimant que leurs réactions disproportionnées sont vraiment une sorte d'hypocrisie émotionnelle qui ne peut être due qu'à un manque de clarté d'esprit. Et d'ailleurs, pour illustrer, il va prendre pour exemple ce qui est arrivé aux vieux de Duck Dynasty. Alors Duck Dynasty, si tu sais pas ce que c'est une télé-réalité américaine qui suivait une famille qui avait fait fortune dans la création et la vente de matériel destiné à la chasse aux canards. Et ça s'invente pas. But that Duck Dynasty guy, I know what he said was wrong, but I don't get the shock. He said that homophobic stuff, and people are like, can you believe? Can you believe it? Yeah, I totally can believe it. If I was in Vegas, I would have put 90% of my shit on that he was going to say it. I'd give him a 10% benefit of the doubt, just in case. Are you seriously shocked some redneck with a beard down to his dick sitting in a boat in the middle of a swamp shooting varmints? Like, what did you think he thought? Did you think he had like some progressive ideas on same-sex marriage? Yeah. Didn't he think exactly what you thought he thought, you know? Alors évidemment, Bill Burr, ce n'est pas que ça, c'est aussi quelqu'un qui sait faire preuve d'un bon sens implacable et d'une certaine dextérité. D'ailleurs, pendant plus de 80 minutes, il va enchaîner les sujets, il va passer de l'un à l'autre avec une facilité déconcertante, sans le moindre temps mort et sans la moindre friction. Alors il va parler de l'éducation de ses enfants hypothétiques, du racisme patent des personnes âgées et de son rêve de pouvoir un jour piloter un hélicoptère. Et il va bien évidemment tacler la scientologie ainsi que les autres religions, alors qu'il est, rappelons-le quand même, dans un état où 87% des gens sont croyants. Nuts. Like my religion, it's nuts. It's fucking nuts. Like my religion, like the way I was brought up is like, you know, you can make it to heaven, but like some of your family members possibly couldn't, or some of your friends. It doesn't even make sense. Like, how am I supposed to enjoy heaven if that's the deal, right? Just sitting there waiting for my friends to show up, like, Jesus Christ. What the hell are they? It's been like 150 years. They must have eaten a lot of Brussels sprouts or some shit. Doing some yoga, right? And then one day it just settles in that they didn't make it. And then what? I'm still going to enjoy heaven, right? Jesus coming walking over like, hey, how's it going, everybody? Is this great? Isn't this great? Yeah, dude, it'd be even better if 4 of my family members and friends weren't burning for fucking ever. Kinda hard
Will you just keep thinking of that there, J-Star? What do you think? Hey, dude, I didn't ask you to come over. You came walking over, you big dumb sandals. Hey, how's you going over here? Why did you come over here? I don't give a... Go tell your dad. I don't give a fuck. I'm already in here. What, are you going to kick me out afterwards? Go fuck yourself. I knew he was going to be like that. I knew it. The boss's son is the worst. C'est vraiment le digne héritier de George Carlin ou encore de Bill Hicks. Sa représentation, voilà, elle est comme eux, hein, parsemée de quelques mimes et mimiques, de petits jeux de rôle, avec des mises en situation et des interprétations de personnages qui durent rarement plus de quelques secondes. Alors c'est un spectacle qui se veut à la fois honnête et par moments transgressif. Alors en effet, il aura à l'occasion certains propos qui s'appuient plus sur sa propre perception plutôt que sur des faits consignés. Il lui arrivera donc de dire parfois des grosses conneries, ce dont il est conscient, mais bon, pour rester authentique, il va les partager à son public, quitte à se faire flinguer plus tard sur les réseaux sociaux. I'll get in trouble later on in my life. Transgender athletes, I don't fucking understand that, you know? I understand it if, you want to switch around, I don't give a shit. But I'm a sports fan. That's a really new concept to me, that you can be a dude, right? Ranked 80th in the fucking world, you have your dick cut off, you put on a sports bra, and now you're the #1 tennis player in the world, just coming out there with your man shoulders. That doesn't seem fair. I might be wrong. I might just be an old guy. I have no idea. But I'm hearing rumors like some of them are getting into that MMA. You can't have that shit. Am I nuts? That is a dickless dude beating the shit out of a woman. Jesus Christ. He might as well hit her with his discarded dick like a flashlight. Just hold still. Oh, it's grounded. Her grounded pound is incredible. Alors voilà, pour moi c'est tellement absurde que ça passe, mais c'est vrai que la gestion des athlètes transgenres c'est un sujet qui est très complexe, pas uniquement aux États-Unis, mais partout sur la planète. Alors on parle plus particulièrement des femmes trans, les hommes trans ont moins de problèmes, et il faut savoir qu'en fonction des pays et des compétitions, les régulations ne sont pas les mêmes. Il y en a certains qui imposent des niveaux de testostérone entre 6 et 10 nanomoles par litre pendant 12 à 24 mois avant une compétition sportive. Il y en a d'autres qui imposent en plus de ça la vaginoplastie. Donc c'est vraiment un sujet qui est très riche et très compliqué à aborder. Et donc voilà, si on essaye de décoder ce que veut dire le gars, on va lui rajouter un petit peu de bienveillance. Bill Burr va partir du postulat que malgré les traitements hormonaux, les transgenres garderaient un avantage comparatif par rapport aux cisgenres, donc les femmes biologiques de naissance, et que pour un amateur de sport, il trouve ça plutôt injuste. Alors cependant, le gars n'a pas fait suffisamment de recherches, mais bon, c'est vraiment, je veux dire, on peut pas lui reprocher. Enfin, moi, je lui reprocherais pas spécialement. Comme à toi, j'imagine que tu n'es pas spécialement au courant sur le sujet, mais il y a déjà eu plusieurs études scientifiques, dont celle de Johanna Harper, qui est sortie en 2004, qui a été entre-temps actualisée, et qui tente à démontrer qu'après 12 mois de traitement, la baisse du niveau de testostérone provoquant entre autres la diminution de la masse musculaire permet vraiment d'aligner les performances physiques des transgenres avec les performances moyennes des femmes athlètes cisgenres, et que donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait d'avoir été un homme avant ne conférerait pas d'avantages comparatifs, d'avantages physiologiques. Alors, cependant, l'échantillon à ce moment-là, il était assez restreint, on parle d'une étude sur 19 transgenres dans 3 disciplines, et en plus il y a l'existence de cas particuliers, qui n'est pas transgenre, mais le cas particulier de l'athlète Caster Semenya au niveau des niveaux de testostérone, et donc, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, et même si on se rapproche d'un consensus dans plusieurs disciplines professionnelles, le milieu scientifique n'est pas encore à l'unisson. Alors avant que ça soit intégré dans la culture et dans l'inconscient collectif, il y aura encore du chemin. Il va donc jouer sur cette perception erronée en prenant un sport de combat, le MMA, et en faisant référence à l'athlète Fallon Fox,
qui est une athlète transgenre qui pratique cette discipline, et il va l'associer à un mec à qui on aurait coupé la teub, ce qui lui donnerait un passe-droit pour tabasser les femmes. Alors évidemment, c'est une association d'idées qui est totalement absurde, mais c'est tellement absurde que lui-même il appuie ça avec le fait qu'elle utiliserait son organe comme arme de dissuasion. Donc voilà, je pense que le doute n'est plus possible à ce niveau-là. C'est pas très fin, mais bon, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ah oui, d'ailleurs en parlant de ça, en parlant d'armes, justement pour que tu aies toutes les armes en main afin de bien pouvoir apprécier le spectacle, à un moment il va parler on change complètement de sujet, à un moment il va parler de Jackie Robinson. Alors si tu sais pas qui c'est, il s'agit du premier joueur de baseball noir qui en 1947 a pu s'aligner sur le terrain avec les Brooklyn Dodgers dans la Major League de Baseball, qui était à l'époque réservée aux personnes blanches. Avant ça, les Afro-Américains ne pouvaient jouer que dans la Negro League. Le nom est à gerber, franchement. Bref, si t'as envie de passer vraiment un bon moment, de te taper quelques bonnes barres de rire, si tu kiffes tout ce qui est sarcasme et satire, si tu aimes déjà Jim Jeffries, Louis C.K. ou Bill Hicks, franchement, Bill Burr devrait carrément te plaire. Alors, si cette chronique t'a fait kiffer ou si t'as appris un truc, n'hésite pas à t'abonner, laisse-moi un message dans les commentaires ou alors sinon tais-toi à jamais. C'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!